Parce qu'en gros, ça correspond exactement à ce que je cherche. Un lieu dans la ville, lieu secret, lieu protégé, mais lieu qui donne l'espace, qui donne au corps le mouvement pour que ce qu'on improvise dans l'histoire soit fiction. La fiction est un espace. Relisez Edgar Poe. On commence par décrire le lieu, Lovecraft aussi, plein d'autres. La porte condamnée, c'est un récit de Julio Cortázar. Si on a l'espace, si l'espace est suffisamment abstrait, alors vient l'histoire. C'est quoi l'histoire? C'est celle que je viens de vous dire. Celle du lieu, sous la ville, qu'on peut explorer tant qu'on veut. Je l'ai loué. Je vous dis même pas dans quelle ville je suis. C'est un lieu que j'ai loué pour mon usage personnel. C'est mon lieu de fabrique à fiction. C'est mon lieu poétique. C'est mon lieu de la poésie des images. Journal, ça marche par petites séquences. Ce matin, c'était encore cette histoire des échelons. Un copain qui dit, et je voyais lui au cinéma, et je savais que je connais une personne qu'il connaît, donc j'étais à un échelon de lui. Et vous savez qu'il y a cette théorie, comme quoi avec multipliant 5-6 échelons, on pourrait quasiment se mettre en relation avec l'humanité tout entière. Moi, j'ai jamais vérifié, mais ça fait toujours réfléchir. Par exemple, m'impressionne beaucoup que j'ai connu réellement une personne qui connaissait une personne qui avait connu Howard Phillips Lovecraft. Donc je suis à 2 échelons de Phillips, de Lovecraft. Pourtant, cette première personne qui était Julien Gracq, je le respecte en tant qu'auteur, pour lui-même, le vieux papy. J'ai pas eu souvent des rapports personnels avec des auteurs comme avec Gracq. Et Lovecraft, j'ai eu d'autres rapports, puisque j'ai été voir le télescope où il appliquait sa rétine. J'ai touché des livres à l'Athénaeum qu'il avait lus lui-même en 1920. Mais non, ça fait rien. Ces histoires d'échelons, c'est important. Par exemple, j'ai jamais rencontré directement Mick Jagger. Mais je peux dénombrer facilement le nombre de personnes que je connais qui, eux, connaissent directement Mick Jagger. En quoi ça m'avance? Pas grand-chose, sinon que cet ensemble de personnes, finalement, m'aide quand je dois travailler sur l'énigme qu'est pour moi Mick Jagger, alors que je sais pas ce qu'on pourrait... Si, je crois que ce que j'aimerais faire avec Uncle Mick, on se prendrait un truc de Baudelaire qu'il aime, et je l'aiderais à travailler sa prononciation française sur un poème de Baudelaire. Je suis sûr que ça marcherait super. J'ai raconté l'histoire aussi. J'ai un échelon, je connais une personne qui avait serré la main d'une personne qui disait avoir tenu cette poignée de main de Rimbaud. Rimbaud, peut-être 2, et moi j'avais la poignée de main de Rimbaud. Je radote. Alors, évidemment, dans ce cas-là, ce qui nous revient, c'est à combien d'échelons on est de soi-même. C'est-à-dire combien il faudrait trouver de personnes ou de soi-même. Tenez, 1 moi-même, 2 moi-même, 3 moi-même, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et si je multiplie ces échelons de moi-même vers moi-même, est-ce qu'un jour je pourrais arriver à mieux me connaître? En fait, tous ces baratins qui nous semblent un peu nuls sur les réseaux sociaux, ce qui nous accroche, c'est pas les questions d'addiction et tout ça, c'est que finalement ça permet d'avoir des discussions construites. C'est pas
bistrot, c'est pas le truc pro, c'est fini après, c'est pas le contexte institutionnel, l'école ou ce qu'on veut. Non, c'est ce soliloque où chacun vient avec ce qui compte. Alors dans cette profusion, il n'y a pas le petit schlick qui se passe avec les personnes choisies, c'est pas forcément les mêmes tous les jours. C'est ça qui est bien aussi, c'est que c'est des états d'amitié qui sont eux-mêmes disposés dans ce que Walter Benjamin disait, constellation, par exemple. Encore l'idée d'angoisse, l'idée d'amis qui dit j'ai pas de travail, je suis en fin de droit, ce qu'on me propose ça marche pas, et tout d'un coup, au bout de 2 mois, il y a le mur. Et celui qui dit il y a le mur, il y a le mur, le mur, le mur, le mur. C'est un petit peu ça notre truc de vie, sauf que là je triche parce que mur, 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 les murs sont de côté. Si je me mets horizontal comme ça, j'empêche le monde de s'écrouler. Peut-être on ne voit pas du tout mon visage dans ce bazar de lumière, mais je vais quand même pas amener une loupiette exprès pour ce truc. Non, on parle des murs qui sont d'en face. J'ai toujours un livre qui m'a le plus impressionné, c'est Les bas-fonds de Gorky. Tout à la fin, il y a un type qui est poursuivi et il est vraiment dans une impasse, littéralement une impasse. Il est poursuivi, donc il n'y a plus aucune échappatoire. Et à la fin du livre, tout ce que fait le type, il baisse la tête. Bon. J'ai toujours eu cette image, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en fait, c'est peut-être ça le truc qui nous différencie d'il y a 30 ans. Il y a toujours eu des trucs où ça va pas, mais on arrivait à s'accommoder du monde. Là, il y a un tel côté administratif, telle inertie, c'est comme ces grosses roues de locomotive. Que si ça bute, et ben, pamche. Et c'est ça où tout d'un coup venait le mot angoisse. Faire avec l'angoisse. Faire avec l'angoisse si on voit rien devant. Une autre qui venait consoler, qui disait bah, tu sais, c'est toujours au dernier moment, c'est toujours quand on croit que bon, il y a un petit déclic, il y a un petit truc. Alors, on est habitué à ça, mais c'est quand même cette impression de c'est le puits et le pendule d'Edgar Poe. Tenez, regardez. Si vous regardez bien cette vidéo, vous apercevrez que les 2 murs de chaque côté se rapprochent. Si vous regardez bien cette vidéo, vous verrez que le plafond autour de moi s'abaisse. Et vous regardez bien cette vidéo, vous voyez que petit à petit, le couloir m'enserre. Le couloir se referme sur moi. Peut-être que ce qu'on appelle ville, c'est simplement que dans le fond de la ville sont des espaces. Au bout d'un moment, chacun a eu droit à son espace. On m'a attribué cet espace. Mais au bout d'un moment, quand il s'est entièrement refermé sur celui ou celle qui l'habite, il n'est plus distinguable de ce qu'il y a autour, puisqu'il s'est refermé complètement. Et il n'y a plus de traces. Peut-être que le sol de la ville, le sol de la terre, est fait de ces espaces qui se sont refermés sur leurs occupants solitaires. D'accord, c'est le puits et le pendule d'Edgar Poe, mais ça trouble quand tout d'un coup on a trouvé le sien, qu'on a tout cet espace pour reculer, tout cet espace pour avancer, mais qu'on sait que ça se resserre, ça se resserre, ça se resserre, ça se resserre. Juste un peu de peinture blanche, à même le parpaing. Ce qui s'est passé cette semaine, c'est une sorte de cascade de morts. Le premier s'appelle Eric Dwickertz. C'est un artiste dont je connaissais les performances. Si vous allez sur Vimeo et que vous écrivez son nom, D-U-Y-C-K-A-E-R-T-S, il était de Liège. C'est des improvisations avec des jeux très savants de langue et des jeux très savants de langue où d'un côté il y a l'univers des étymologies, de la réflexion sur le langage. C'est de la littérature puisque cette oralité utilise le langage de façon réflexive et le confronte à des zones extérieures,
par exemple, les rapports art-sciences. Par exemple, les expériences qu'on fait sur les neurones de telle limace marine qui a très peu de neurones pour essayer de comprendre comment les synapses d'un système simple et limité de neurones permet l'apprentissage ou la transmission mémorielle. Si vous cherchez Eric Duyckert, vous trouverez aussi une vidéo un peu plus longue qui s'appelle Détachement, qui peut-être ma préférée. Duyckert, ça a été affecté à mon école à Cergy au mois d'octobre dernier. J'ai énormément apprécié la façon dont les étudiants se sont glissés dans ce qu'il leur faisait faire, c'est-à-dire prendre parole, explorer l'intérieur du langage, à condition que le point de départ, on puisse en être séparé, que ce soit, j'ai plus son vocabulaire à lui, pas inutile, mais gratuit, libre. On se saisit de ça parce que justement ça n'avait pas tant d'importance et que c'est parce qu'on a du loisir qu'on va le traiter. Ça m'a beaucoup impressionné. Et ce qui était très étrange, c'est que Cergy c'est tout petit, on va bouffer à la cantine ensemble. Et bon, j'ai bien vu que... Mais justement, je n'ai pas à en parler, mais il ne répondait pas forcément au chemin d'accueil. Je pense qu'il avait déjà suffisamment à travailler sur ce qui nous l'a enlevé. Donc c'est quelqu'un qui m'est venu près physiquement, dont le travail compte et était là depuis longtemps, comme Claude Kloski ou tant d'autres. Et puis la rencontre ne s'est pas faite et il s'échappe. Et juste après, il y a eu Eric Holder. Je ne connaissais pas beaucoup Eric Holder, mais pour moi, c'est des souvenirs qui remontent à... Il y a eu un grand souffle d'air il y a une vingtaine d'années quand est venu ce magazine mensuel qui existe toujours, qui s'appelle Le Matricule des Anges. Enfin, moi, ça fait, depuis Internet, en gros, ça fait bien 10 ans qu'il me boycotte et tout. Mais c'est pas grave, on est bien copains quand même, hein, mon pote Guichard, c'est pas le truc. Mais Eric Holder avait une chronique mensuelle qui était... bien sûr l'espace d'une nouvelle, mais c'est un exercice de langue libre dans un mensuel qui exprimait une communauté d'auteurs. Vous voyez comme tous ces mécanismes, on les exprimait et on les travaillait avant que surgisse la grande vague numérique. Matricule des Anges s'en est plus ou moins saisi au départ, puis s'en sont vite départis, je pense tout simplement parce que financièrement il n'y avait pas ce qui se greffe aujourd'hui possible, qui me paye mes objectifs et tout ça. Et Holder, je ne l'ai jamais vu sur les réseaux ni quoi que ce soit, donc pour moi c'était figure lointaine. Je crois que je lisais même, il y a longtemps que je n'ai pas lu ses livres, mais il y avait toujours cette espèce de souvenir très vif de ses premiers livres et le souvenir de ses chroniques du matriculé. Juste le lendemain, c'était encore EH, c'était pas Eric Holder, Eric Duyckert, Eric Holder, EH, Emmanuel Hockart. Je crois pas que j'avais de rapport du tout avec Hockart. Je crois que c'est des gens qui étaient tellement accrochés à l'idée de la poésie, en gros, que les rares fois on a pu se croiser, si pas aucune volonté d'approche. Peut-être que c'était symétrique, mais non, moi je suis plutôt plus soupolé que ça, mais bon, je suis pesant, quoi. C'est pas... Et par contre, quand je suis arrivé à Paris, c'était novembre 77, c'était donc toute cette année, première année, 77-78, où arriver à Paris, c'était aller voir, par exemple, il y avait les salles, la revue Parler à Beaubourg avec Julien Blaine. J'ai vu Edmond Jabès, par exemple, avec Roger Blin. C'est que ça, qu'est-ce que ça marque et qu'est-ce que ça ouvre de sauts intérieurs possibles, de voir ces figures et d'entendre une parole littéraire. Et Hockart faisait ça, lui, je crois que c'était au Trocadéro, il y a cette espèce de grands escaliers, et à un moment dans le foyer, mais c'est un truc où je vois une espèce de petit lieu horizontal sur un palier entre ces grands escaliers de stars monumentales et monumentalement kitsch du Trocadéro. C'est là où il y avait ces rencontres de poésie et où du coup le travail contemporain de la langue, donc j'avais toujours cette petite fibre présente pour Hockart. Et bizarrement, Hockart a enseigné à l'école des beaux-arts de Bordeaux, et là chez POL
on a rassemblé ces cours. Ça s'appelle le cours de Pise, jeu de mots. Bon, je trouvais ça un peu faiblard comme jeu de mots, mais c'est complètement dingue l'intérieur de ce bouquin. C'est comment, avec les étudiants en art, on déplie cette petite pointe esthétique de la littérature et on la cherche à rebours dans le langage. Et c'est très bizarre quand vous êtes dans... C'est un bouquin énorme, c'est plus de 600 pages, donc je le lis tout doucement, je l'ouvre à différents endroits, mais toujours je retrouve ce qui me lie et ce qui me met en travail avec mes propres étudiants. Tout d'un coup, c'est en pleine lecture de ce bouquin que j'apprends la mort de Hoka. Et finalement, une autre mort. Pas le musicien, je ne sais pas qui, mais ça c'est pas trop mes oignons, mais Jonas Mekas. Ce cinéaste qui avait 96 ans, mais il y a encore 2 ans, il était encore à Paris. Et Jonas Mekas, ça fait 20 ans qu'il promène cette caméra. Du coup, c'est une belle mort, quoi. C'est une figure qui pour moi est tellement associée au cinéma de ces dernières décennies, mais tellement associée aussi à la ville de New York. Je crois que Jonas Mekas s'est simplement éteint, grande paix, 96. C'est fini. Puis tout d'un coup, il y a cette grande figure maigre qui revient avec toutes ces vidéos qu'on se met à re-regarder, qu'on les connaisse déjà, qu'on les connaisse pas. Et il y en a une où il parle qu'à New York, il s'était inscrit à son arrivée dans une école de cinéma. C'est-à-dire, est-ce que ça sert à quelque chose, une école, quand il s'agit de films? C'est une question qui résonne terriblement fort pour nous quand il s'agit de littérature aussi. Et là, il a un truc qui est doublement complexe. Il dit, ça m'a énormément servi parce que j'y ai rencontré des amis qui sont restés mes amis pendant toutes les décennies qui ont suivi. Il cite des noms, et bien sûr des gens qui ne sont pas du tout dans son esthétique à lui, mais cette réflexion interne, ce tissu social qui nous permet d'exercer la solitude d'artiste, il le formule de façon ultra simple, je crois. Et d'un autre côté, il dit, mais on n'a pas à apprendre. Il a cette phrase, il dit you just have to take a camera and do what you have to do. Tu as juste à attraper un appareil et aller faire ce que tu as à faire. Des choses qui moi, souvent me dérangent un peu quand je vois la façon dont est organisé l'enseignement du cinéma. Même avec mes potes à Cergy, Vincent, on en discute des fois lourd. Vincent n'est pas comme ça, mais se dire à quel moment cette pratique quotidienne de l'appareil, elle est poreuse, elle est en osmose avec l'apprentissage plus raide, c'est-à-dire ce qu'on joue plus totalement dans un film, une construction. Bon, c'est pas le problème. Mais Jonas Mekas, un tout petit peu plus loin dans la vidéo, il dit un truc totalement contraire. Il dit, j'avais pas besoin de tout apprendre, mais j'avais besoin d'apprendre le lens. Il avait besoin d'apprendre l'objectif. Et c'est très curieux. C'est-à-dire, ce qui l'intéressait dans le cinéma, pour apprendre son geste, pour apprendre sa narration, c'était quand même de savoir comment ça marchait. Et pas comment marche. Si vous prenez tous les chapitres des 2 bouquins de Deleuze, image temps, image mouvement. Non. Qu'est-ce que c'est une lentille? Comment ça marche? Une lentille, une focale. Je voudrais faire un dernier exercice. Marcher tout au long de mon tunnel sous la ville. Le tunnel qui est à jamais pour moi le lieu de travail, de l'écriture, de l'image, du film, le lieu d'élaboration de la fiction. En fait, dans cet exercice, en marchant, vous faire visiter mon tunnel, revenir à ce que je disais sur Jonas Mekas. Moi, depuis en gros 6 mois que j'ai ce nouvel appareil grand format, j'avais acheté un peu avant de partir aux USA cet été. J'avais pas de fric pour m'acheter un zoom, c'est trop cher. Et finalement, j'ai acheté une lentille focale fixe de 24 mm. Sur le grand format, c'est vraiment du 24. Et donc, j'ai pas de possibilité de m'approcher, m'éloigner. Je suis toujours en point fixe. Et si je veux régler mon champ, il faut que ce soit moi qui me déplace. Donc c'est un apprentissage permanent de comment gérer son image. C'est extrêmement formateur parce que justement l'autre jour, je ne sais plus où j'étais, je crois que c'est à la Maison de la Poésie,
Vous voyez, mais qu'est-ce qu'il est gros ton truc? Puis après, ils soulèvent, les copains, ils disent, qu'est-ce que c'est lourd ton truc? Mais c'est précisément parce qu'en ce moment, j'ai plein de copains qui travaillent avec des trucs tout petits, minuscules. L'image, c'est des fois pas si forcément différente. Qu'est-ce qui compte? C'est l'histoire qu'on raconte. Qu'est-ce qui compte? C'est la propreté de la voix, beaucoup plus que l'image. On est tellement habitué à corriger l'image. Mais cette question de gestuelle, cette question de stabilité, cette question d'organiser, de savoir qu'est-ce que voit l'appareil avec ses lentilles, qu'est-ce que voit l'appareil avec le filtre qu'il y a devant, qu'est-ce que fait l'appareil selon que je règle manuellement la focale à tel ou tel endroit, c'est lié aussi au poids. La question du geste, du mouvement, l'assise, c'est-à-dire je prends au sérieux désormais le fait que je filme parce que précisément le poids de l'appareil m'oblige à penser et organiser mentalement à l'avance ce que va faire le grand rond de verre que je regarde là tout de suite. Voilà, vous avez partagé mon tunnel. Désormais j'habite là. J'habite là pour toujours, il y a longtemps, il y a tellement longtemps que je rêvais de cette expérience. C'est formidable techniquement, il y a un truc, c'est que les lumières s'allument à mesure que j'avance et se réteignent derrière moi. Est-ce pas beau? Et on finit toujours ces journaux avec quelque chose sur les emails que je reçois. En ce moment, j'essaye d'être attentif. Bon, c'est vrai que puis j'ai une fatigue des yeux, enfin, trop d'ordi et tout, mais j'ai toujours eu, le matin, le flou, il est dans la tête, en fait. Il n'est pas dans ce que voit l'œil, il est dans ce qu'interprète l'œil de ce qu'il voit. Et dans les spams reçus, ma boîte mail, j'avais un mail qu'on reçoit plein de fois. C'était « Vendez votre société ». Je n'ai pas envie de vendre ma société, puis qui en voudrait de ma société? Et tout d'un coup, j'avais lu « Vendez votre sincérité ». C'est marrant, je me demandais pourquoi il y avait du bruit dans ma machine. C'était mon petit téléphone que j'avais mal. Et ma sincérité, elle est comme ma société. Elle n'est pas à vendre. Moi, je suis un homme du couloir. Voilà, c'était le journal d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait quand on vit là? Qu'est-ce qu'on fait quand on vit là, comme ça? Qu'est-ce qu'on fait quand on vit là? Qu'est-ce qu'on fait quand on vit là, comme ça?